Si rien n'est fait dans l'agriculture, en 2023, nous importerons plus que nous exporterons. Dans le cadre du grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire, qui remplace le salon de l'agriculture annulé cette année, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est allée pleurnicher à la radio sur les conséquences des politiques promues par la FNSEA ces dernières décennies. Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment les fondements idéologiques de la FNSEA la conduisent à détruire l'agriculture française et à se plaindre du résultat. Pouvoir nourrir sa population en période de crise, c'est extrêmement important. La chaîne alimentaire a tenu, mais a révélé d'énormes faiblesses. Nous importons un fruit sur deux, un légume sur deux, et nous voyons nos emplois fondre dans ces secteurs et nos livraisons fondre dans ces secteurs. Mais comment vous expliquez ce décalage, notamment avec nos voisins, alors que depuis toujours on est une terre, la France, qui produit beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Comment vous expliquez une telle décroissance ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Cela a été bien synthétisé dans plusieurs rapports, notamment un rapport sénatorial il y a 2 ans, qui dit clairement que si rien n'est fait, en 2023, nous serons importateurs nets, alors que nous sommes le premier pays agricole français. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord des relations commerciales très déséquilibrées. En France, c'est la culture du prix bas, des soldes, des promotions. Donc il faut que ce soit pas cher. Deuxième chose, nous avons des coûts de production très élevés, des charges de production, un coût du travail élevé, des cotisations sociales élevées aussi, des normes sanitaires et environnementales que les autres pays ne s'imposent pas, et puis des surtranspositions à foison, ça n'arrête pas. Donc tout ceci conduit par exemple à réduire de 30% la surface en pêche. On importe énormément de nos fruits aussi pour ces raisons-là. La FNSEA est une fédération de syndicats paysans semblant mépriser leurs conditions et préférant se voir comme des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des cutéreux avec de la boue sur les bottes, place au costard-cravate, ce sont des hommes d'affaires. Depuis plus de 40 ans, la FNSEA défend l'agrobusiness, un modèle tourné vers l'exportation, adapté aux exigences du marché mondialisé. Elle incite à restructurer les exploitations pour produire plus à moindre coût et devenir compétitif. La soupe habituelle. Résumé en quelques mots, leur politique est très simple: expansion, mécanisation, spécialisation, monoculture à perte de vue et fermes géantes, et bien sûr, dérégulation des échanges internationaux pour exporter sans contrainte. Cette politique est menée en France et dans l'Union européenne depuis des décennies, notamment via la PAC, dont l'obsession monomaniaque est l'augmentation constante et sans fin de la productivité agricole par la recette que je viens de décrire. Ce modèle d'agriculture basé uniquement sur le profit et la productivité sans autre considération est une absurdité qui conduit à plus de souffrance animale, plus d'irrigation, plus d'intrants chimiques, plus de dettes et de subventions pour financer les agrandissements et le matériel, et tout ça pour vendre des produits de moins en moins chers. Et surtout de moins en moins bonne qualité. Mais ce sera pas trop le sujet de la vidéo, on va surtout se concentrer sur l'aspect économique du modèle agricole. Forcément, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui s'installent, parce que les coûts d'entrée sur ce marché, tel qu'il est organisé, sont devenus prohibitifs. Vous devez financer des installations énormes pour obtenir un prix de revient compétitif sur un marché désormais dérégulé et mondialisé. Alors oui, vous pouvez vendre à tout le monde, mais vos clients aussi peuvent acheter à tout le monde. Hausse des coûts, baisse des prix, ça crée un effet de ciseau qui a une petite tendance à pourrir la rentabilité. Alors après, c'est toujours la même histoire. Si vous êtes le premier à bénéficier des bienfaits du progrès technique pour vendre moins cher, vous pouvez gagner des parts de marché. Mais il y a toujours un moment où vos concurrents vous imitent et reviennent à égalité avec vous en termes de productivité. Donc vous êtes dans une course permanente à l'innovation, vous êtes toujours en train d'acheter le dernier matériel à la mode, vos investissements passés sont pas encore payés que vous en faites de nouveaux, à crédit, et un jour ça coince. À Azérat, près de Brive-la-Gaillarde, cette exploitation de vaches laitières a été l'une des plus performantes de France. Avant, on était même très bons élèves, puisqu'on était premier du département de la Dordogne en production laitière, 6e de France, donc bons élèves. À part que ça nous a amené à une catastrophe économique. Investir plus pour produire toujours plus. Patrice Brachet finit par accumuler plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes. En 2013, sa ferme est placée en redressement judiciaire. On travaillait beaucoup et on faisait des dettes tous les jours. Voilà, c'est tout. Donc c'était très très compliqué, quoi. Très très compliqué.
Et il vous semble que vous travaillez bien, le contrôleur laitier vous dit que vous travaillez bien, le comptable vous dit que vous travaillez pas mal. Tout le monde vous dit que vous travaillez bien, sauf que vous avez des dettes partout. Donc c'est la dette sans aux enfers, c'est un redressement judiciaire. J'ai pensé au suicide parce que je me suis dit, c'est peut-être une hypothèse, une solution pour redonner les bouffées d'oxygène à chez moi. Et puis j'ai dit non, mais c'est pas la peine, t'es con comme un âne. Il faut trouver une autre solution parce que si tu fais ça, ta famille va se retrouver dans une merde noire. Donc j'ai pas fait. Pour s'en sortir, Patrice décide de quitter le système conventionnel pour passer à l'agroécologie. L'été, ses vaches sont dans les prés. L'hiver, elle se nourrit surtout du fourrage qu'il produit lui-même. L'éleveur n'achète presque plus de concentré, un complément alimentaire pour les vaches. Patrice fait des économies, son fils tient les comptes. Mais pour la coopérative qui lui vend la nourriture, ce sont des rentrées d'argent en moins. Quand la première année, on a baissé de 40 000 € les achats de concentré, on a senti qu'on a mis un froid. Puis maintenant, en 3 ans, on est à 110 000 € de baisse d'achat de concentré. Donc tout ça, ce sont des intrants qu'on n'achète plus dans le commerce. Si on répète au niveau national l'opération, combien on va mettre de personnes au chômage et combien on va fermer d'usines. L'augmentation de la productivité par le progrès technique finit par atteindre une sorte de plafond. Un plafond lié au rythme de l'innovation, au rythme de l'amortissement du matériel, etc., ce qui laisse du temps à vos concurrents pour vous rattraper. Donc si vous produisez la même chose que vos concurrents, de la même façon, avec la même productivité à l'hectare, qu'est-ce qui va faire la différence dans votre prix de revient ? Les normes, les salaires, la fiscalité. Et vous savez qu'en France, ces 3 éléments sont souvent plus contraignants que la moyenne mondiale. Alors parfois à tort, mais souvent aussi pour de bonnes raisons. On a donc des contraintes en plus, mais ajoutez à ça qu'en entrant dans l'euro, on s'est privé de la soupape du taux de change qui donne le droit, dans une certaine limite, de se fixer des contraintes plus importantes que le voisin, sans pourrir le commerce extérieur. Parce que la baisse de la monnaie absorbe la baisse de compétitivité qui résulte de ces contraintes supplémentaires. Depuis les années 2000, avec l'élargissement du marché commun aux pays de l'Est, la signature de traités de libre-échange successifs et l'entrée dans l'euro, les agriculteurs français sont confrontés à une concurrence déloyale de plus en plus étendue sur les normes, les salaires, la fiscalité et la monnaie. Ce qui conduit à la destruction de l'agriculture française, si bien qu'en 2023, nous importerons plus de produits agricoles qu'on en exporte. Face à la réussite éclatante du modèle promu par la FNSEA, la présidente de syndicat vient nous expliquer que, tout compte fait, la concurrence par les prix est néfaste aux producteurs, que nous devrions davantage nous soucier de nos agriculteurs et de la souveraineté alimentaire, et qu'il est idiot d'imposer des contraintes sociales, fiscales et environnementales aux producteurs français, tout en autorisant l'importation de produits qui ne respectent pas ces règles. Christiane, votre pays souffre d'une concurrence déloyale. Que faites-vous ? Réponse A. Vous fixez des taxes et des quotas d'importation pour rétablir une concurrence loyale. Réponse B. Vous alignez vos lois sur le moins-disant social, fiscal et environnemental pour devenir compétitif. Mais que faut-il faire pour permettre justement de reprendre le contrôle en quelque sorte de nos terres agricoles pour relocaliser la production ? La même chose que ce qui est préconisé pour l'industrie. Madame Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui sera notre invitée demain aussi, sillonne les médias et les plateaux radio-télé pour dire qu'il faut relocaliser les industries en France. On a vu que pendant le premier confinement, on a manqué de masques, de respirateurs, de vaccins. On a laissé filer toute cette industrie à l'étranger. C'est la même chose pour l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est un besoin primaire. Nous fêtons l'anniversaire de la déclaration de M. Macron. Se déléguer sa santé et son alimentation à autrui serait folie. Eh bien, le dire, c'est bien, mais prendre les décisions qui vont permettre de relocaliser la production d'alimentation, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que nous attendons des actes concrets. Or, pour l'instant, ça fait des années que les chiffres s'aggravent, les courbes sont vers la baisse. Il y a 2 secteurs exportateurs forts en France, la viticulture et la céréaliculture. Sur tous les autres secteurs, nous régressons. Pourquoi ?
parce que d'autres pays ne s'imposent pas les mêmes règles que nous. C'est une compétition. Et résultat des courses, là où nous avions 14 milliards d'euros d'excédent dans la balance commerciale il y a 10-15 ans, aujourd'hui nous avons seulement 3 milliards d'euros d'excédent. Donc la France agricole s'appauvrit. Si vous avez vu ma vidéo sur le fiasco annoncé de la relocalisation, les propos de Christiane doivent vous rappeler des souvenirs. Parce qu'après tout, la FNSEA ce n'est qu'un MEDEF qui parle de légumes. Les mêmes causes de la désindustrialisation se retrouvent dans l'agriculture, les mêmes solutions seraient nécessaires pour remédier aux problèmes, et pourtant, on observe la même persistance dans la connerie chez les politiciens et représentants syndicaux. Alors aujourd'hui encore, on va prendre 5 minutes pour faire de la pédagogie et leur expliquer en quoi leur raisonnement est complètement merdique. La compétitivité par les prix au niveau mondial, sans restriction, est un processus totalement destructeur. Une fois que vous avez fait tous les gains de productivité possibles sur la mécanisation ou l'organisation de la production, eh bien vous commencez à geindre sur la concurrence déloyale que vous subissez. La logique la plus élémentaire voudrait qu'on s'en protège, mais eux, au contraire, ils réclament qu'on s'y soumette. Ça veut dire qu'au prétexte qu'un pays ne s'encombre pas d'une règle, il faut la supprimer chez nous, indépendamment de toute considération logique sur le bien fondé de cette règle. Pourtant, la plupart des gens comprennent et sont prêts à payer un peu plus pour éviter l'utilisation de produits dangereux, ou le recours à une main-d'œuvre d'immigrés clandestins traités comme des esclaves, ou encore l'importation de produits douteux qui participent à la destruction de l'environnement à l'autre bout de la planète. Les gens comprennent que certaines contraintes sont nécessaires. Décider des contraintes que l'on se fixe dans l'agriculture, ça structure les paysages, la qualité de l'environnement et de l'alimentation que l'on souhaite, mais aussi la viabilité économique des agriculteurs, la souveraineté alimentaire du pays, etc., etc. Or, la FNSEA a lourdement contribué à la mise en place d'un système qui interdit toute réflexion politique. Le tableur Excel est sacralisé comme le seul juge qui décide de la bonne politique à mener. L'ensemble des coûts additionnés donne le prix de revient, qui doit être inférieur au prix du marché si on veut faire un bénéfice. Et si c'est pas le cas, il faut réformer pour s'adapter à la mondialisation. Alors encore une fois, on monte d'un cran. On fait des exploitations plus grosses, on veut plus de subventions et moins de contraintes sur les normes, les salaires et la fiscalité, dans une spirale infernale. La compétitivité par les prix est un cercle vicieux sans fin de nivellement par le bas, dont la finalité est la destruction totale des lois, de la fiscalité et des normes, et donc des États. Trop d'États, vous allez me dire c'est pénible, mais vous avez pas envie de vivre dans un pays sans État, hein. Ça entraîne aussi une destruction du salaire et donc du niveau de vie des gens, et à la fin la destruction de ces entreprises sadomaso, qui semblent adorer se faire défoncer par la concurrence déloyale, et qui entraînent toute la société dans leur chute vers le Bangladesh. Vous savez, cet Eldorado où les travailleurs et les normes sont compétitifs. Et quand on en sera là, et qu'il n'y aura plus rien à gratter sur les critères que je viens de citer, eh bien c'est le salaire de Christiane qui sera compressé pour gagner en compétitivité. Ironique pour Christiane, qui militait en 97 en faveur de la dérégulation de l'agriculture, en affirmant que l'idée fondamentale des jeunes est de gagner plus en produisant plus. Ah, c'est réussi, hein. En apparence donc, Christiane l'éleveuse de porc milite contre ses intérêts. Sauf qu'en fait, elle est plus vraiment éleveuse. Sa porcherie industrielle fonctionne avec des salariés, et ça fait quelque temps qu'elle a pas dû remuer une brouette de fumier. Alors même si la course au prix bas finira dans la faillite, elle a intérêt à repousser l'inévitable échéance en obtenant des allègements de cotisations, ou bien la suppression du SMIC dans l'agriculture, ou toute autre réduction des coûts. Quelques années de plus, monsieur le bourreau. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. C'est vrai qu'une entreprise peut fonctionner avec 100% de subvention, ce sera très bien. De toute façon, Christiane s'en fout, puisque la plupart de ses revenus proviennent de ses activités syndicales. Il faut savoir qu'un cadre de la FNSEA, ça gagne en un mois ce qu'un exploitant agricole moyen gagne en un an. Si je me base sur les salaires qui ont fuité par Mediapart, en tant que présidente, elle doit gagner autour de 150 000 € par an, auquel il faut sans doute ajouter une rémunération supplémentaire pour son autre poste de présidente de la Copa-Cogeca, le lobby agricole européen. Et puis, il y a encore 50 000 € annuels de jetons de présence au conseil d'administration du Crédit Agricole. Oh, surprise! L'éleveuse syndicaliste se révèle être une bureaucrate qui possède une porcherie industrielle. Pas vraiment représentative de l'agriculteur moyen. D'ailleurs, la rénovation et l'agrandissement des bâtiments pouvant accueillir près de 2000 bêtes sert de vitrine à la FNSEA pour redorer le blason de l'élevage intensif.
Opération séduction de la FNSEA. Aujourd'hui, Christiane Lambert, la présidente nationale du syndicat agricole, ouvre les portes de son élevage de porc à ses voisins. Objectif, redorer l'image d'une agriculture de plus en plus décriée. Et les gens aspirent à voir l'agriculture d'aujourd'hui. Les bâtiments modernes, la façon dont nous travaillons aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 50 ans. Et c'est des échanges qui sont très intéressants, même drôles parfois. Dans cette ferme familiale, 235 truies, 2 fois par an, elle donne naissance à 13 porcelets. Au bout de 6 mois, direction l'abattoir pour eux. Ici, les porcs sont élevés sur des caillebotis et les truies sont enfermées dans des cages de contention. Des conditions d'élevage pointées du doigt par les associations pour la défense des animaux. Des arguments qui agacent les éleveurs. Nous, éleveurs, nous ne nous retrouvons pas dans la façon dont l'élevage est présenté. Et le parti pris, c'est d'ouvrir nos fermes, de montrer comment nous travaillons en toute transparence. Les gens ont pu sillonner toutes les allées des bâtiments, donc c'est in situ. Et pour montrer que ce n'est pas du tout ce qui est dit par des militants anti-viande ou par des associations anti-élevage, mais qu'il faut regarder l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de militants véganes, mais des voisins séduits par la visite de cette exploitation. La coopérative Terrena, dont le mari de Christiane est président du groupement Porc, est aussi partie prenante du projet de rénovation. Terrena ne vous évoque sans doute rien, mais il s'agit d'un groupe qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, et vous connaissez sans doute quelques-unes de leurs marques. Ce type d'élevage est présenté comme un modèle d'avenir pour le secteur. Un modèle qui permet comme par hasard aux coopératives de facturer tout un tas de matériel et de consommables aux agriculteurs. Comme je vous le disais, ce sont plus des hommes d'affaires ou des cadres dans la bureaucratie que des paysans. Ils gagnent plus d'argent pour leur lien avec les banques, l'agroalimentaire ou l'administration agricole qu'avec leur activité dans l'agriculture. Et de fait, la FNSEA ne défend pas les intérêts des agriculteurs. Au contraire, elle passe son temps à les soumettre aux banques qui financent les agrandissements et à l'administration agricole qui distribue les subventions et les autorisations. Avec bien sûr toutes les dérives que l'on connaît habituellement, détournement de fonds, clientélisme, etc. La FNSEA critique l'excès de normes, sauf quand ça lui permet de créer des business de certification au profit des chambres d'agriculture qu'elle dirige, c'est-à-dire quasiment toutes. L'écologie est d'ailleurs une occasion supplémentaire de rendre l'agriculteur dépendant de sa bureaucratie. Passons sur l'historique chargé en la matière de la FNSEA ces dernières décennies, sinon on est encore là demain, et prenons comme exemple type la dernière lubie à la mode. Il s'agit de vendre à l'agriculteur une certification HVE, accompagnée d'un contrat de prestation de services environnementaux, censé lui donner droit à des crédits carbone et à une promesse de meilleure rémunération. De son côté, l'industriel ou le distributeur pourra affirmer que son produit défend l'environnement et l'agriculture française en affichant un joli logo, mais dans les faits, c'est bien l'agriculteur en question qui va supporter tout seul les surcoûts du cahier des charges et le prix de la certification, qu'il faudra sans doute renouveler régulièrement. Les business à abonnement sont quand même les meilleurs. Et comme il aura un prix de revient plus élevé, il sera dépendant des acheteurs intéressés par la certif HVE. Or, on obtient rarement une meilleure rémunération avec un pouvoir de négociation moindre. D'autant plus que c'est la bureaucratie agricole qui va définir la juste compensation pour ces charges supplémentaires à travers l'indicateur climat. Il s'agit d'un indicateur basé sur une évaluation des coûts de production induits par les pratiques engagées par les agriculteurs. Dans le cadre contractuel, cet indicateur permettrait de négocier les prix en tenant compte des contributions de l'agriculteur au climat. Voilà, donc on va juste jeter une poignée de centimes aux agriculteurs pour couvrir les surcoûts, mais il n'y aura pas de meilleure rémunération. Peut-être même qu'on pourra faire payer ça aux contribuables à travers une subvention écolo quelconque. Tandis que les intermédiaires qui travailleront avec les mêmes pratiques qu'avant pourront vendre leurs produits nettement plus chers aux consommateurs en mettant en avant ce label à la con qui n'est pas autre chose qu'un bio du pauvre. Et voilà comment la FNSEA prétend améliorer la rémunération des agriculteurs en les soumettant par contrat à la bureaucratie et à leurs clients qui vont se faire plus de fric sur leur dos. Et les agriculteurs vont être obligés d'accepter ça à cause de la réforme de la PAC. Avec l'arrivée de l'éco-régime, 25% des subventions qu'ils touchaient jusqu'à maintenant seront conditionnées à des efforts sur la protection de l'environnement. Donc pour toucher la même chose qu'avant, ils vont être forcés d'investir à leurs frais, et le retour sur investissement est encadré par l'indicateur climat, géré par la FNSEA, qui défend bien plus les intérêts des industriels que des agriculteurs. Il ne s'agit pas d'améliorer la rémunération des agriculteurs,
Tout ça, c'est pour faire croire aux consommateurs que les produits de l'agriculture industrielle ont maintenant une haute valeur environnementale. Et puis c'est une façon de faire une concurrence déloyale sur le bio, qui est considéré comme équivalent pour avoir les subventions européennes, et au passage vous flinguez un peu plus les petites exploitations. Parce que la certification a un prix forfaitaire qui est dérisoire si vous avez plusieurs milliers d'hectares, mais qui est très coûteuse si vous en exploitez que quelques dizaines, sans compter les coûts de mise aux normes. Il y aura donc plein de petits exploitants qui vont perdre des subventions parce qu'ils n'ont pas les moyens de se mettre aux normes et de payer la certif HVE. Et à partir de ce moment-là, quand bien même ils feraient des bons produits avec un faible impact sur l'environnement, ils seront suspectés de ne pas avoir une haute valeur environnementale, contrairement au bazar industriel labellisé. Alors maintenant, on dit aux agriculteurs de gagner leur vie avec des chambres d'hôtes, du tourisme à la ferme, de la méthanisation, des panneaux solaires, des crédits carbone, des demandes de subventions à n'en plus finir. Donc si je comprends bien, gagner sa vie avec sa production, c'est plus au programme. Et en effet, pour la FNSEA, il semble absurde que les agriculteurs puissent décider librement de leur prix de vente, qu'ils soient payés pour leur travail et qu'ils refusent de vendre à perte. Les dérégulations ont organisé la surproduction, et maintenant l'agriculture est le seul secteur où c'est l'acheteur qui fixe le prix. Un prix dérisoirement bas, et c'est le contribuable qui finance le déficit. Comme l'a dit Xavier Belin en 2015, un produit brut agricole, c'est quoi sa valeur sur le marché ? Ça n'a plus de valeur. Ça n'a de la valeur qu'à partir du moment où nous lui apportons de la transformation. Sous-entendu que les industriels sont quand même bien gentils de donner quelque chose, les paysans devraient payer pour qu'on les débarrasse de leurs produits. Alors aujourd'hui, Christiane pleurniche qu'on perd notre souveraineté alimentaire, mais c'est juste normal. Pourquoi est-ce que quelqu'un investirait des centaines de milliers d'euros dans une activité agricole pour fabriquer un produit qui n'a aucune valeur ? Ah, ça met des beaux costumes, mais ça n'a rien compris à l'économie de marché. C'est gênant. Elle se plaint de la culture des prix bas imposés par la grande distribution, mais les industriels n'ont pas été très solidaires entre eux, ni envers les agriculteurs, pour défendre un prix et une qualité minimum. Au contraire, ils étaient ravis de l'ouverture des marchés pour profiter de produits agricoles moins chers et délocalisés pour baisser les prix. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginaient ? Que la grande distribution leur laisserait la marge gratter de cette façon ? Eh ben non. Vous avez un coût de production moins élevé, vous allez pouvoir baisser les prix. Et si les volumes n'augmentent pas, eh bien tu fais moins de chiffre d'affaires et moins de bénéfices. Il y en a combien qui se sont fait niquer comme ça ? Et puis vous voyez ce qui se passe dans le miel. Grande réussite les importations dans le miel, hein ? Maintenant, quand on dit aux gens comment c'est fabriqué, ils balancent le pot. Un des industriels qui fabrique ça a tellement honte de son produit qu'il envoie des lettres d'avocat quand on cite son nom. Le secteur est tellement pourri que décrire ses pratiques, c'est devenu du dénigrement. La messe est dite. Le marché du miel nous montre que Xavier Belin a totalement tort. Le produit brut peut se vendre 40 € le kilo, mais quand il passe dans le processus industriel, il est transformé en un produit de merde qui vaut 0. Dans l'interview, Christiane nous donne un constat intéressant. Elle nous dit que les deux seuls secteurs agricoles qui s'en sortent bien, c'est la céréaliculture et la viticulture, ce qui montre que l'agriculture est à la croisée des chemins entre deux modèles. Le premier est basé sur la maximisation des rendements pour vendre au prix le plus bas, et le deuxième sur la qualité du produit. Alors il y a bien sûr une dimension de maîtrise des coûts et de productivité, comme dans toutes les entreprises, mais on ne cherche pas à être le moins cher possible. Le succès d'un viticulteur, justement, c'est quand il peut augmenter son prix. Le gros de l'agriculture a donc le cul entre ces deux modèles. Quand la qualité est bonne, elle n'est pas valorisée, et les prix sont bas, mais c'est pas encore assez pour faire face à la concurrence déloyale mondialisée. Vous l'avez compris, la FNSEA propose d'appliquer le modèle céréalier à toute l'agriculture. On se spécialise dans une monoculture avec une exploitation immense qui permet d'atteindre la taille critique pour rentabiliser l'emploi de machines, certes très productives, mais aussi très coûteuses. L'exemple à suivre dans les fruits et légumes, ce serait la mer de plastique au sud de l'Espagne ou les champs d'amandiers de Californie. Et dans l'élevage, les fermes géantes avec plusieurs milliers de vaches. Ce modèle a beau être très productif, il est extrêmement vulnérable aux aléas économiques et climatiques, on l'a vu pendant la crise du Covid. Ce reportage diffusé sur Arte en 2020 nous montre la situation bien différente de deux exploitations agricoles confrontées à la crise du Covid. Ça m'a semblé utile de vous le résumer en quelques mots, et je vous invite à aller le voir pendant qu'il est encore en ligne. La première ferme emploie 5 personnes et ne cultive que des patates destinées à la restauration pour faire de la frite.
Elles n'ont pas d'autre usage parce qu'elles ont mauvais goût quand on les cuisine autrement. Avec la fermeture subite des restaurants et des événements publics, le marché de la frite s'est effondré et cet agriculteur est devenu prisonnier de son contrat avec son grossiste qui l'oblige à fournir des patates sur 2 années. D'autant qu'il avait déjà tout préparé pour planter ses champs, c'était compliqué de faire marche arrière. Le stock de l'année passée lui est pourtant resté sur les bras, il a eu toutes les peines du monde à trouver des clients. Finalement, la majorité des patates ont fini par être trop vieilles et noircissaient à la cuisson. Invendables pour la restauration, il les a écoulées comme fourrage pour le bétail, mais à un prix bien moindre. Seulement, il fallait absolument faire de la place pour stocker la récolte suivante à la fin de l'été, dont la vente dépendra des mesures sanitaires, et se fera forcément à un prix très bas, à cause de la surproduction généralisée en Europe des patates pour frites. Il faut savoir qu'il a déjà laissé en terre 3000 tonnes de patates précoces invendues au printemps et qui ne se conservent pas. Des patates qu'il a pourtant fallu acheter, planter, arroser, pour rien. Il a donc des frais énormes et aucune rentrée d'argent. Donc cette ferme est très productive quand tout va bien et elle est très dans la merde au moindre accroc. Au contraire, la deuxième ferme est un village écologique qui cultive aussi de la pomme de terre pour la restauration, mais a choisi de diversifier ses variétés, ses activités et ses canaux de vente. Ce modèle beaucoup plus flexible a parfaitement résisté à la crise, elle a même été une opportunité. Plutôt que de travailler avec un acheteur principal, on a préféré multiplier les productions et les clients. Le marché des pommes de terre pour frites était au point zéro. On ne vendait plus rien. Pas seulement ici, c'est le cas partout. Et c'est une catastrophe pour les agriculteurs lorsque leur modèle économique est entièrement dicté par les fluctuations du marché. Comme notre entreprise est un peu différente, et grâce au lien étroit qui nous lie aux consommateurs, nous avons très bien vendu nos pommes de terre de table notamment, mais aussi la variété destinée aux frites. Nous avons bénéficié de ce phénomène étrange qui a vu les ménages découvrir subitement les joies de la cuisine. Pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, le chiffre d'affaires a même augmenté ici. D'un côté, nous avons notre boutique, puis derrière ces vitres, nous avons notre laiterie, et derrière cette clôture, vous apercevez des vaches laitières. Un peu plus loin par là, nous avons les bâtiments de la ferme avec tout le matériel qui va avec. Plutôt que de se consacrer à la monoculture de la pomme de terre, Ludolf von Maltzahn a fait le pari de proposer de nombreux produits. Que ce soit grâce à la vente directe, mais aussi grâce aux ventes dans les supermarchés ou aux clients privés, le village écologique fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an. Le modèle s'est avéré particulièrement efficace pendant la crise. C'est ainsi qu'ont été écoulées les grosses pommes de terre, généralement dévolues à la restauration. Pour moi, nous sommes arrivés aux limites du modèle productiviste en l'état actuel de la technologie. Quand vous faites une ferme de 3000 vaches ou une monoculture sur des milliers d'hectares, vous avez un impact environnemental qui n'a pas vraiment une haute valeur. Quel que soit le label à la con que vous mettez là-dessus. En plus, ce modèle est fortement exposé aux aléas économiques et climatiques. Par exemple, cette année a été plutôt mauvaise pour l'agriculture en France. Il y a eu beaucoup de pluie et des vagues de froid. Dans l'émission qui accueille Christiane, il donne l'exemple d'arboriculteurs qui ont perdu jusqu'à 90% de leur récolte. Heureusement, Christiane a la solution. Mais il faut aussi préparer l'avenir. Des événements climatiques, nous en avons chaque année. Dans son département, il y a eu le gel, la neige, la grêle. Et c'est aussi ça, prévoir la souveraineté alimentaire, prévoir ce changement climatique par des transitions. Vous avez vu les arboriculteurs qui ont pu asperger leur verger d'eau pour faire un cocon, un petit igloo autour des bourgeons, ont pu protéger leur récolte. Ceux qui ne sont pas équipés ne l'ont pas pu. Gérer les transitions écologiques, nous, notre usine, elle n'a pas de toit. Notre toit, c'est le ciel. Il est sympa ou il est catastrophique, ça dépend des années. Mais quand on a des moments comme celui-ci, il faut aussi penser prévention, pouvoir investir pour le faire. En France, quand on veut faire une réserve d'eau, on a un tollé d'associations qui ne veulent pas bouger, pas toucher à la nature. Je crois que préparer les transitions, c'est aussi se dire, on ne fera pas l'agriculture comme nos grands-parents l'ont fait. Il faut regarder devant. On a aujourd'hui des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui nous permettent justement de mieux y répondre. Et nous l'évoquerons demain aussi avec Pascal Canfin, député européen, président de la commission agricole du Parlement. Environnement du Parlement. Merci Christiane Lambert.
On pourrait se dire que le modèle productiviste ultra spécialisé qui a tant besoin de stabilité n'est peut-être plus adapté aux aléas climatiques qui vont être de pire en pire. Mais non, pour Christiane, tout va se régler en rajoutant des charges sur les agriculteurs. On leur vend des certifications écologiques bidons, des participations à des fonds de garantie climatique qu'ils doivent payer, et puis toujours plus de matériel, toujours plus de subventions, et toujours de moins en moins de contraintes environnementales pour régler les problèmes environnementaux. Peut-être que la solution serait de laisser tomber la monoculture, et d'avoir des parcelles plus petites, une activité plus diversifiée, pour pouvoir compenser en interne de l'exploitation la perte d'une production causée par un aléa climatique, ou économique. C'est une piste, c'est pas un remède miracle, mais ça me semble plus sain que de s'en remettre à de coûteux gadgets pour maintenir un modèle d'agriculture inadapté à l'environnement et de venir pleurnicher régulièrement à la radio parce qu'on a tout perdu en une nuit sur un coup de froid. Ou un coup de chaud, où il y a eu de la grêle, un orage au mauvais moment. Oh. Si les bonnes années de l'agriculture intensive n'arrivent pas à financer les mauvaises, c'est que le système est déficitaire en fait. Il n'est pas compétitif, il est déficitaire. Mais pour la FNSEA, on ne peut pas remettre en cause le modèle productiviste, car nous devons rester compétitifs dans ce marché mondialisé qui ne s'intéresse qu'au prix. Alors Christiane défend un système qui sacralise les prix bas et interdit le protectionnisme, mais elle vient pleurnicher sur la culture des prix bas, et elle supplie les Français d'acheter des produits français pour défendre nos agriculteurs. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais ça doit être un joyeux bordel. Si on se fixe des contraintes réglementaires, il est normal de les faire respecter par les produits importés à travers des quotas, des taxes compensatoires ou des interdictions d'importer. Dans la région de Lausanne, sur 350 hectares, des serres à perte de vue. Le plus gros producteur de fruits et légumes du pays. Une entreprise qui profite à plein du protectionnisme suisse. Comme pour cette salade de mâche, ou plutôt rampon, comme on l'appelle de ce côté-ci des Alpes. Ici, 5 tonnes sortent des serres chaque semaine. Alors il est où ce fameux rampon? Il est là, ce fameux rampon. C'est ça. C'est les rampons du pays. C'est l'espèce protégée suisse. C'est l'espèce la plus protégée, le légume le plus protégé. Pourquoi est-ce qu'on protège autant une salade comme celle-là? Parce qu'elle coûte cher à produire. C'est un système déjà à la récolte. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, la plantation au début. C'est cultivé dans des serres pour la période hivernale. Et c'est pour ça que c'est autant protégé en Suisse. Et ici, en Suisse, il n'y a rien de plus cher que la main-d'œuvre. Le salaire minimum pour un ouvrier agricole est à 3 214 € bruts par mois. Seule solution alors pour être compétitif, taxer la mâche étrangère qui concurrence le rampon suisse. Explication. Lorsque les agriculteurs suisses produisent assez de légumes pour répondre à la demande, une barrière douanière est installée à l'entrée du pays. La mâche étrangère se voit alors taxée jusqu'à 16 480 € la tonne. Les importations deviennent hors de prix et les producteurs suisses en profitent pour vendre. Inversement, si la culture helvète n'est pas suffisante pour couvrir les besoins, des quotas d'importation sont autorisés. Aucune taxe, la mâche étrangère peut entrer en Suisse. Et pour définir ces fameux quotas, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui décident. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne. 2 fois par semaine, ils déclarent leur production et valident les quotas d'importation. Je fais une proposition à 20 tonnes. Ouais, super. Incroyable. Alors il vous suffit d'un coup de fil pour ouvrir ou fermer les frontières. Oui. C'est-à-dire dès que la demande bouge, vous pouvez faire varier le degré d'ouverture de la frontière. Tout à fait. Un exploitant heureux qui vient aussi d'investir 15 millions d'euros dans cette serre à tomates gigantesque. Est-ce que vous auriez pu monter une serre comme celle-là si vous n'aviez pas eu le protectionnisme suisse? Non, on n'aurait pas pu. Parce que les tomates qui viennent pendant la saison d'hiver, soit du Maroc, soit d'Espagne, les coûts sont tellement bas que le prix de vente des tomates ne nous permettrait pas d'amortir des serres comme ça, de payer de la main-d'œuvre, etc. Merci le protectionnisme alors. Merci le système. Un système protectionniste en dehors de l'Union européenne, qui selon ce patron a préservé ici les emplois dans l'agriculture. Oh, François Langlais à la découverte du bon sens, comme c'est mignon. Eh oui, il existe un juste milieu entre le tout libre-échange et la Corée du Nord. Alors bien sûr, le protectionnisme permet de protéger le marché français d'une concurrence déloyale, mais ça règle pas le problème à l'extérieur des frontières.
Si on produit plus que le besoin national, on va avoir du mal à exporter avec des prix plus élevés. Et c'est là qu'il faut s'inspirer du modèle viticole. Il faut miser sur la qualité pour justifier un prix de vente plus élevé. Ça confirme l'idée générale que j'avais proposée à la fin de la vidéo sur la relocalisation. On part d'un cahier des charges crédible, pas les merdes HVE, et puis on cible le marché de l'alimentation haut de gamme, avec une véritable politique publique de promotion des produits français en surfant sur l'image gastronomique de la France. Les industriels auraient forcément une place de choix dans le projet, parce qu'il est vrai que la transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée sur un produit brut. Même si on a vu qu'ils ont réussi à faire l'inverse dans le miel, d'où l'importance d'un cahier des charges valable. Ceci dit, même sans transformation, on peut arriver à exporter des produits bruts à prix élevé. Imaginez par exemple qu'on se fixe comme objectif de faire des produits français une référence dans les restos et hôtels haut de gamme. Comme on met en avant un vin français sur la carte, demain on mettrait en avant l'origine française de la viande ou des légumes, parce que ça se vendrait mieux. Vous savez, avec l'effet Veblen, on peut faire pas mal de choses. Alors il s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il faut démarrer avec un soutien public, et si la mayonnaise prend, eh bien la transition se fera au fur et à mesure, au rythme des opportunités. Si on arrive à travers le monde à associer qualité alimentaire et fabriqué en France, en 5 à 10 ans il n'y a plus de chômeurs. Ça va fournir du travail sur tout le territoire et à tous les échelons. Les pisse froids me diront qu'il est facile de tirer des plans sur la comète, et ils ont raison. Seulement si je propose pas de solution, on me reproche de ne pas en faire et de me contenter de la critique. Alors je vous partage ma vision des choses et vous en faites ce que vous voulez. Malgré tout, j'ai l'impression que ça vaut déjà plus que la vision de la FNSEA, qui est aujourd'hui un espèce de poulet sans tête réclamant une chose et son contraire. Concrètement, que propose ce syndicat à ses agriculteurs ? D'aller toujours plus loin dans la spirale de médiocrité des prix bas, avec les conséquences sur la qualité, l'environnement et la rémunération que l'on connaît ? Il propose alors toujours plus d'assistanat par les subventions pour compenser la faiblesse des revenus, et finalement, après un détour par le niveau de vie du Bangladesh, la faillite économique complète. Alors on va finir avec une question pour Christiane. Est-ce que tu vas gagner plus en produisant plus pour avoir le prix le plus bas, ou est-ce que tu vas gagner plus en produisant mieux pour justifier un prix de vente rémunérateur ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je vous laisse réfléchir à la question. En attendant, je vous encourage à voir ou à revoir ma vidéo sur la relocalisation. Comme annoncé dans cette vidéo, le projet d'Airbus des batteries a capoté, donc vous n'allez pas perdre votre temps en écoutant mes arguments, ils sont confirmés par les événements. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette glorieuse chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur notre boutique zoneartisanale.com. Effectivement, on vient de changer le nom, et le projet continue à se développer tranquillement. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine.